Bonjour, on travaille encore sur les espaces pré-hilbertiens euclidiens et en particulier ici, on va étudier quelques propriétés de la matrice de Gram. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, soit E muni de ce produit scalaire, un espace pré-hilbertien, et je prends xi, donc pour i allant de 1 jusqu'à n, une famille d'éléments de E. Et j'ai x1 jusqu'à xn, la matrice de Gram de cette famille, et je vais prendre petit g x1 jusqu'à xn sans déterminant. Très bien. Alors, premièrement, donc la première question, montrer qu'il existe une base orthonormée B de f de x vect x1 jusqu'à xn. Soit M la matrice des vecteurs x1, xn dans la base B que l'on vient de voir ici. La première question, montrer que ker de M est égal au ker transposé M. Alors, vérifie que G x1 jusqu'à xn, la matrice de Gram, ce n'est que la transposée de M fois M. Et en fait, on déduit que G est symétrique, donc c'est une matrice qui est symétrique positive, et que le rang, surtout donc de G de x1 jusqu'à xn, est égal au rang du système x1 jusqu'à xn. Et la dernière question, donc montrer que cette matrice-là, la matrice de Gram, est inversible si et seulement si la famille x1 jusqu'à xn est libre. Voilà, donc on va commencer par la première question, mais avant tout, alors pour que ceux qui ne savent pas, eh bien je vais vous rappeler la définition donc de la matrice de Gram, et ensuite on va entamer l'exercice. Bon, la matrice de Gram, alors donc avec ces notations-là, j'ai E, donc là c'est un produit scalaire, eh bien j'ai xi, donc i allant de 1 jusqu'à n, une famille d'éléments de E. La matrice de Gram G, elle est définie de la façon suivante. Donc la matrice G x1 jusqu'à xn, c'est la matrice dans les éléments, donc elle est xi, xj, avec i et j, donc compris entre 1 et n. Alors là, je vais travailler donc dans un cas particulier où cet espace pré-hilbertien est réel. Donc là, un espace pré-hilbertien réel. Donc le corps de base, c'est R. Très bien. Voilà. Et donc, la matrice de Gram, c'est celle-là. Et elle est définie de la façon suivante. Donc, c'est tout simplement ici. Alors, les I, donc, ça représente les lignes. Et les G, c'est les colonnes. Donc, je vais avoir ici, par exemple, X1 pour la première ligne, X2, X1. Donc, X1, X2, la première ligne, etc. Jusqu'à X1, Xn. Ensuite, pour la deuxième ligne, donc je vais avoir x2, x1, x2, x2, puis après x2, xn. Et ainsi de suite jusqu'à la énième ligne, donc xn, x1, xn, x2, jusqu'à xn, xn. Et donc déjà, directement, le fait que le produit scalaire et symétrique, je vois directement l'avant-dernière question ici, elle est symétrique, donc G, on le voit facilement qu'elle est symétrique ici. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc c'est une matrice de cette forme-là. Très bien. Et le déterminant de cette matrice-là, on le note petit g, x1 jusqu'à xn. Allez, on y va. Donc, la première question, pourquoi on a donc l'existence d'une base B de f qui est donc la matrice de ces espaces-là. Voilà, donc pour la première question, bien sûr, alors le F, donc qui est ce espace vectoriel engendré par la famille x1 jusqu'à xn. Donc pourquoi on a l'existence d'une base orthonormée? Eh bien tout simplement puisque là, on a la dimension de F ici, dimension de f, et donc comme elle est engendrée par x1 jusqu'à xn, cela veut dire que la famille x1 jusqu'à xn est une famille qui est génératrice. Puisqu'elle est génératrice, donc la dimension ne dépasse pas le n ici. Donc la dimension de ça, c'est inférieur ou égal à n. Et donc je vais appeler par exemple cette dimension est égale à r.
Donc le fait d'avoir la dimension R, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire que je vais avoir une base E1 jusqu'à ER. Hein, donc base de F. Donc avec le R ici, bien sûr, inférieur ou égal à R. Et bien sûr, donc pour avoir une base orthonormée, eh bien il suffit tout simplement, puisque E1 jusqu'à ER ici, donc E1 jusqu'à ER, comme c'est une base, donc elle est libre. Puisqu'elle est libre, eh bien donc, et on a E, menu de ce produit scalaire, donc qui est un espace pré-hilbertien, et bien on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, il nous permet de dire qu'il existe une base que je vais appeler par exemple V1 jusqu'à Vn, et donc base orthonormée. Donc ça va être une famille orthonormée, et donc comme c'est une famille orthonormée, donc ça va être libre, et puisqu'il contient n éléments, ben, ça va être une base. Donc base orthonormée, et donc d'après bien sûr Gram-Schmidt. Donc voilà, et on a donc l'existence de cette base-là. Et bien, donc pour fixer les idées, donc je vais appeler B, et bien je vais appeler B cette base-là, donc B égale à V1 jusqu'à Vn, et on a bien l'existence d'une base orthonormée. Bon, je vais changer un petit peu, bon, ça change rien, mais ça va faire par exemple E1 jusqu'à En. Et là, je peux mettre par exemple V1 jusqu'à Vn. Juste pour que ça soit un peu commode. Donc, pardon. ER. Voilà pour la première question, donc l'existence de la base orthonormée. C'est tout simplement c'est l'application du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Pour ceux qui voient pour la première fois la vidéo, donc je vous conseille de voir mes anciennes vidéos sur lesquelles j'avais parlé un petit peu, j'avais détaillé comment donc on obtient bien sûr une base orthonormée avec le procédé de Gram-Schmidt. Très bien, donc je passe maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième question, donc j'ai pour la deuxième question, pardon, eh bien, je vais prendre donc M, la matrice des vecteurs x1 jusqu'à xn dans la base B. Et donc, voilà, dans la base B qui était alors B, qui était, on avait dit E1 jusqu'à ER. Base orthonormée de F. Et bien, donc, chaque xj, par exemple, chaque xj, hein, donc on peut l'écrire, bien sûr, dans cette base-là, sous la forme suivante. Donc, je vais l'écrire sous la forme, par exemple, A, I, J, et donc pour I allant de 1 jusqu'à R, bien sûr, de E, I. Donc, l'écriture de chaque vecteur ici, x1 dans la base B. Autrement dit, donc, ma matrice M ici, ça va être une matrice où je dois mettre, alors, donc là j'ai la base E1 jusqu'à ER, et là je vais mettre x1 par exemple, les coordonnées de x1 qui vont être A1, 1, A2, 1, etc. jusqu'à AN1. Et je vais avoir x2 ici, pareil, donc A de 1, A de 2, jusqu'à AN. Pardon, AR. Donc c'est une matrice qui a donc R ligne, donc ça appartient à MRN. Hein, donc c'est une matrice qui a R ligne et N colonnes ici, donc je vais jusqu'à N pour avoir XRN. Ou bien A plutôt. A1N. Et là, donc je vais avoir ARN. Donc voilà la matrice donc, de la, des vecteurs x1 jusqu'à xn dans la base B. Et donc qu'est-ce qu'on demande ici? On demande de démontrer que le ker, alors, donc ker de M, c'est la même chose que ker transposé MM. Donc pourquoi on a ça? Eh bien, alors,
Très bien. Donc, à partir de là, on a déjà un sens qui est direct. Alors, pour démontrer l'égalité de deux ensembles, le plus souvent, on démontre la double inclusion. C'est-à-dire, je vais démontrer d'abord que ker, par exemple, ker de m est inclus dans ker de transposé mm, et aussi le contraire. Donc, ker de transposé mm est inclus dans ker de m. Donc, c'est ce que je vais faire. Eh bien, on a donc un sens qui est direct, puisque c'est par hasard, alors regardez bien, c'est par hasard par exemple, j'ai mx qui est égal à 0. Donc mx est égal à 0, bah forcément tout ça, transposer mx, ça va faire 0. C'est-à-dire, donc j'ai directement, alors, ker de m est inclus dans ker de tmm. Donc là, normalement, il est donc évident, mais bon, je vais vous en donner un, je vais vous dire donc un petit mot, alors évident, pardon, évident. Alors pourquoi? Tout simplement, donc si grand X appartient par exemple ker de m, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais démontrer qu'il est dans ker de transposé mm. Eh bien, il se passe que mx égale à 0. Alors attention, là c'est le 0 de l'espace d'arrivée. Et donc le 0 de l'espace d'arrivée, donc qui est le 0 de Rn. Ensuite, je suppose que je confonds ici l'espace de dimension infinie avec le Rn. Eh bien, par la suite, je vais juste à transposer, donc à appliquer transposer m à m de x, qui va être à transposer de m à ce 0-là, et le transposé de m appliqué à 0, puisque transposer m, c'est une application linéaire, ça va faire 0. Voilà, et donc à partir de cet instant-là, ça permet de dire tout simplement que x appartient ker transposé m, m. Et donc, cette inclusion-là, elle est prouvée maintenant. Et bien maintenant, on va démontrer l'inclusion inverse. Donc on doit démontrer que ça est inclus dans là. C'est-à-dire, je dois prendre un élément d'ici, il faut que je démontre qu'il est dans ker de m. Bon, allez, on y va. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, soit, cette fois-ci, donc soit x appartenant à cet ensemble-là, donc ker tmm. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que transposer mm appliqué à x, ça va faire 0. Alors attention ici, ce n'est pas le 0 de R toujours, donc c'est le 0 de l'espace d'arrivée ici. Très bien. Eh bien, à partir de cet instant-là, et donc si je multiplie donc ce vecteur nul, bien voilà, donc j'applique ce vecteur nul par la transposée d'un autre vecteur, si je fais le produit scalaire, ça va faire encore 0. Donc là, si j'applique ça avec transposé x, transposer mx, ça va faire encore 0. Par contre, là, c'est un 0 de R. Parce que là, c'est un produit scalaire. Et donc, à partir de cet instant-là, je peux avoir quoi ici? Je peux avoir tout simplement, donc ça va être, si vous voulez, donc le produit scalaire mx, qui est égal à 0R. Et ça, par définition, c'est la norme de mx. La norme d'un vecteur est nulle, c'est seulement si ce vecteur est nul. Donc là, cela veut dire que mx égale à 0. Et si mx égale à 0, cela permet de dire que x appartient ker de m. On est parti d'un élément de là, ker de transposé mm, et on a trouvé qu'il est aussi dans ker de m. Ça veut dire que j'ai bien le sens inverse ici. Et donc j'ai deux inclusions, en fait les deux inclusions, et cela permet de dire que cette égalité est vraie. Donc voilà pour la question A. Donc on va passer maintenant à la question B. Et là, dans la question B, alors on a introduit cette matrice-là, et on demande
de démontrer que cette matrice-là, la matrice de Gram que j'ai ici, en fait que j'avais tout à l'heure, ce n'est que transposé M, M. Allez, on y va. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça, eh bien, je vais prendre, alors premièrement, donc je vais prendre alors mon X. Alors on avait dit que XG par exemple, ça c'est tout simplement, on avait dit donc par rapport à cette matrice-là, comme on l'avait posé, donc c'est I allant de 1 jusqu'à R de A, I, J, E, I. Sachant que EI donc, est une base orthonormée. Eh bien, je vais calculer le produit scalaire, par exemple, XI, XG. Donc, si je fais par exemple XI, XJ, je vais avoir, alors je peux changer, c'est par exemple K allant de 1 jusqu'à L, K et K. Donc, pour un I, IJ, donc je vais prendre I, IJ, et je vais calculer, bien sûr, qui appartiennent à un N, et je vais calculer ce produit scalaire. Ça va être un élément, bien sûr, donc c'est un coefficient de la matrice de Gram. Eh bien, ça va faire, alors, par définition, donc je vais remplacer ici K allant de 1 jusqu'à R, de A, K, J, E, K, pour le premier vecteur, donc, pardon, là, c'est I, puisque là, c'est I. Et je vais faire donc la même chose pour le deuxième vecteur ici. Ben, je peux l'écrire par exemple sous la forme, je vais changer d'indexation ici. K par exemple, bien L allant de 1 jusqu'à R, de A, L, J, E, J, pardon, E, L. Ça, c'est ça, et celui-là, c'est celui-là. Eh bien, je vais appliquer maintenant les propriétés du produit scalaire. Donc, sachant ici, on a un produit scalaire réel. Donc là, j'ai la linéarité par rapport à la première variable. Eh bien, ça me permet de sortir cette sommation à l'extérieur. Et ce coefficient-là, donc qui est un réel, je peux le sortir. Et donc, ça va donner la chose suivante. Donc, ça va donner la somme de K allant de 1 jusqu'à R de A, KI. A, KI. Ensuite, le produit scalaire de AK par cette somme-là. AL, J, E, L. Voilà, alors, ce n'est pas pour rien qu'on avait demandé d'avoir une base orthonormée, c'est pour simplifier les calculs. Alors, voilà pourquoi. Et donc, les EK fois EL, ils sont tous nuls, sauf lorsque ce L-là égale à K. Si L est différent de K, et ben, le produit scalaire EK, EL, ça va faire 0, donc, puisque c'est une famille orthonormée. Et donc tout ça, tous ces termes-là, ils vont s'annuler, sauf lorsque L égale à K. Donc là, ça va faire alors K allant de 1 jusqu'à R de A, KI. Et ensuite, on avait dit que tout ça, ça va s'annuler, que il va me rester donc, alors, A, alors, lorsque L égale à K. Donc, K, J, et puis ensuite, E, K, E, K. Or, on avait dit que c'est une famille orthonormée. Donc, EK, EK, ben, ça va faire la norme de EK au carré. Et comme la norme de EK, ça fait 1, et donc cette quantité-là, tout simplement, ça va faire 1. Donc, je vais voir ça. Très bien. Eh bien, là, tout simplement, ce qu'on a ici, eh bien, ce n'est que la matrice que j'ai ici. Eh bien, quand je fais transposer M fois M, eh bien, ça va faire le coefficient ici, si vous voulez. Donc là, c'est tout simplement, donc, c'est la transposée M, M. Eh bien, ça va être le coefficient. Déjà, ça va être une matrice d'ordre n, c'est une matrice carrée d'ordre n. Et ça, ce n'est que le coefficient. Donc, en faisant la multiplication de transposer m fois m, c'est le coefficient d'ordre i, j. Et ça, c'est le coefficient d'ordre ij, donc de la matrice de Gram. Et ça,
c'est le coefficient d'ordre EG, donc de la matrice transposée MM. Donc tous les coefficients ils sont égaux. Et ça permet de dire que la matrice de Gram de x1 jusqu'à xn, tout simplement, c'est la transposée MM. Voilà donc pour la question B. Alors maintenant, on va passer à la question C. Alors, bon, je vais enlever tout ça. Alors, la question C. Donc, pour la question C, qu'est-ce qu'on doit démontrer ici? Alors, on doit démontrer d'abord que G est symétrique. Donc, pourquoi G est symétrique? Eh bien, je l'avais expliqué tout à l'heure. G est symétrique, tout simplement. Alors, regardez bien. G, pour chaque coefficient xg, xi, xj, est égal à xg, xi. Car le produit scalaire est symétrique. Qui veut dire donc les colonnes, donc voilà, la transposée ici, donc les coefficients alors de la matrice de Gram, il y a une symétrie par rapport à la première diagonale. Donc c'est par définition de la matrice symétrique. Et donc là, ça permet de dire que G, x1 jusqu'à xn est symétrique. Voilà, alors puisqu'elle est symétrique et réelle, alors n'oubliez pas, donc elle est bien sûr, toutes ces valeurs propres, ils sont réelles. Elle est même diagonalisable dans une base orthonormée. Alors, donc G est symétrique. Alors pourquoi elle est positive? Eh bien, regardez bien. Pour démontrer qu'une matrice est positive, eh bien, regardez bien, je vais prendre soit X appartenant bien sûr à la matrice, pardon, donc à Rn. Eh bien, donc on va voir, transposer X, G, X, pour qu'il soit positif, ben, il faut que cette quantité-là soit positive. Et donc ça, par définition, alors ça va faire, c'est pas par définition, mais par rapport à la question précédente, donc dans laquelle on avait démontré que ça égale à ça, et bien juste à remplacer G, alors bon, pour écrire en abrégé, donc j'avais pas marqué x1 jusqu'à xn, et bien ça va faire la transposée mx. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, donc c'est transposer mx, mx, et cela veut dire que ça, c'est le produit scalaire mx, mx, et ça, bah, c'est tout simplement, c'est mx, c'est la norme, donc, de x au carré, et une norme, c'est tout le temps positif. Donc, si cette quantité est positive, bah, cela veut dire que la matrice Gx1 jusqu'à xn, et maintenant, puisqu'elle est symétrique, alors elle est symétrique positive. Voilà. Alors maintenant, on doit démontrer que le rang, alors le rang de la matrice de Gram, ce n'est que le rang de la famille x1 jusqu'à xn, qui est une propriété très, très importante. Très bien. Alors, je vais effacer par là. Alors, donc, je veux démontrer que le rang de cette matrice est égal au rang de cette matrice-là. Bon, allez, on y va. Donc, le rang de la matrice de G de x1 jusqu'à xn, on avait dit que cette matrice-là, c'est la même chose que le rang de la matrice transposée MM, puisque on avait dit que ça, c'est la même chose que ça. Et le rang de la matrice ici, là, ça veut dire que ça va faire alors, c'est la dimension de l'image. Donc par définition de rang d'une matrice, eh bien, ben, ça va être le rang de l'image de transposée MM. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème du rang. Donc ici, alors on est
Donc, cette matrice-là, on avait dit qu'elle appartient à Mn de R. Donc, c'est une matrice carrément S+, si vous voulez. Donc, c'est une matrice symétrique positive. Donc, Mn de R. Et donc, en utilisant le théorème du rang, ici, ça va faire alors Cn moins la dimension ker transposé mm. Voilà, et donc puisque le théorème du rang est le suivant, donc si vous avez une application linéaire, donc vous avez, dans le cas de dimension finie, on a toujours, alors j'ai donc f de E, alors je suppose que la dimension c'est n vers un espace f ici. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le n, qui est la dimension de E, est égal à la dimension ker de f plus le rang de f, ou bien dimension de l'image de f. Donc ce qui fait ce qu'on appelle le théorème du rang ici, que je vais appliquer là. Et donc à partir de là, alors on avait dit tout à l'heure que ker de m, c'est la même chose que ker de transposé mm. Et donc ici, là, ça va me permettre de dire que ça va faire n moins dimension ker de m. Et ça, encore une fois, ça va être la dimension de l'image de m. Ça veut dire que c'est le rang de m. Et le rang de m, c'est quoi? On avait dit M, c'est la matrice qui est constituée par dont les colonnes sont les x1 jusqu'à xn. Et c'est le rang de ce système. Donc l'affaire, c'est le rang, bien sûr, de x1 jusqu'à xn. Donc voilà pour cette question-là. Alors, maintenant, montrer que gx1, xn est inversible si seulement si x1, xn est libre. Alors, donc on va faire un peu les deux sens. Donc je suppose que celle-là, cette matrice-là est inversible. Alors si g x1 jusqu'à xn est inversible. S'il est inversible, cela veut dire quoi? Ça veut dire que le rang, ici, donc le rang de gx1 jusqu'à xn égale à n. Et qui est égal, bien sûr, inversible. Je peux même parler donc de l'équivalence ici. Eh bien, cela veut dire aussi que le rang de x1 jusqu'à xn égale à n. Eh bien, le rang d'une famille est égal à son cardinal, si seulement si la famille est libre. Et donc là, ça permet de dire que que x1 jusqu'à xn est libre. Donc là, on suppose qu'on ait quelques propriétés de l'algèbre linéaire, donc notamment concernant les familles libres, les familles génératrices, etc. Voilà donc la troisième question. Donc voilà, on arrive à la fin. Et alors, donc vous pouvez vous attendre donc à d'autres propriétés prochainement pour la matrice de Gram. Voilà, merci et à très bientôt.